Bonjour, je suis Nicolas Berchoux d'Apixit. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro des Avis Podcast. Pour rappel, ce format aborde les tendances de marché liées aux évolutions technologiques des organisations. C'est dans ce cadre que nous allons aujourd'hui traiter du Secure Access Service Edge, plus communément appelé le SASE. Pour ce faire, je serai accompagné de Jean-Philippe Guillemin, responsable d'offres cybersécurité à Apixit. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas. Alors le SASE, c'est quoi Jean-Philippe ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il retourne en quelques mots ? Le SASE, déjà, à la base, c'est surtout un terme marketing qui a été introduit par Gartner en 2019, si je me souviens bien. Alors le SASE, c'est un macro-concept technologique qui inclut trois composantes. Ce qu'on appelle la Secure Web Gateway, donc typiquement un proxy in the cloud, avec différentes fonctionnalités qu'on va énumérer tout à l'heure, on va en discuter un peu. Le Zero Trust Network Access, donc tout ce qui concerne la gestion des identités et le contrôle de posture. Et enfin, le CASB, donc Cloud Application Service Broker, qui est là encore un mécanisme qui se focalise plus sur les échanges de données avec le cloud et le filtrage des accès non autorisés ou dits shadow IT par exemple. D'accord. Le point commun de ces trois concepts technologiques, c'est qu'ils s'implémentent dans le cloud et c'est bien le principe, quoi. Ok, mais il me semble qu'il y a aussi d'autres composantes qui sont énumérées par le Gartner, le SD-WAN, le Firewall as a Service, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors effectivement, on peut rajouter d'autres fonctions, mais ce ne sont pas, de mon point de vue en tout cas, des fonctionnalités qui sont intrinsèquement liées au concept SASE. Ce sont plutôt des fonctionnalités qui sont complémentaires, tout simplement pour permettre au SASE de fonctionner correctement. Alors si on prend par exemple le cas du SD-WAN, le SD-WAN, ça peut être par exemple un peu la glue qui va permettre de raccorder le SASE à des data centers on-premise par exemple. Ou également de faire remonter des flux depuis des agences, par exemple, ou des sites, vers le SASE, qui lui est dans le cloud, comme on l'a dit avant, de faire remonter ces flux de façon intelligente en fonction des types d'applications qu'on va utiliser. Donc le SD-WAN peut être nécessaire, mais plus comme une infrastructure qui va aider à faire fonctionner le SASE correctement, plus que comme une fonctionnalité intrinsèquement liée au modèle SASE, quoi. Ok. Tu parlais tout à l'heure de concept SASE. Comment on en est arrivé justement à ce concept ? C'est quoi les fondamentaux et la logique qui se cache derrière ce concept ? En fait, le SASE, c'est un peu la version mature et très marketée. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est quand même du marketing. La plupart des technologies qu'on retrouve dans le SASE ne sont pas nouvelles. C'est la façon de les mettre en œuvre et la façon de les implémenter, donc, notamment dans le cloud, pour certaines qui n'étaient pas des technologies cloud et qui le deviennent. C'est plus sur la façon de les implémenter, sur la façon de monter les chaînes de liaison, qu'on a un concept qui est un peu nouveau. Sur le reste, les trois technos que j'ai donné tout à l'heure, donc Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access et Cloud Application Service Broker, sont des technologies qui existent déjà depuis pas mal d'années pour les deux premières, et puis depuis 4-5 ans pour la troisième. Alors, les prémices en fait de cette approche-là, elles ont commencé assez tôt. Je dirais au milieu des années 2000, vers 2005, il y a des groupes de travail qui se sont réunis, notamment aux US, un qui s'appelait le Jericho Forum, et qui ont commencé à réfléchir sur ce qu'on constatait à l'époque, à savoir l'ouverture des systèmes d'information. En fait, ils ont introduit un terme qu'on réutilise pas mal actuellement, qui est la dépérimétrisation du système d'information. Et donc tout est parti de là. Il y avait une prise de conscience de la tendance, du moins de la tendance des systèmes d'information à être de moins en moins centrique, de moins en moins on-premise et de plus en plus décentralisé / nomade, lié à une activité de nomade. Alors ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années,
parce que les usages ont pas mal évolué, et ça s'est encore super accéléré sur 2020, avec la crise sanitaire notamment, qui a accentué le télétravail. Ok, et donc dans le concept SASI, en fait, il y a 3 macro-concepts. Tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, et peut-être en particulier de l'approche Zero Trust. Ok. Alors Zero Trust, donc c'est le premier concept qui a été introduit par ces groupes de travail dans les années 2000. Le terme, lui, est apparu autour de 2012, je crois, si je me souviens bien. On a commencé à parler vraiment de Zero Trust Network Access en 2012. En gros, c'est quoi le Zero Trust ? Alors c'est pas anodin du tout, effectivement. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on sécurise les systèmes d'information, encore aujourd'hui, mais depuis pas mal d'années, avec un modèle basé sur des zones de sécurité. C'est-à-dire qu'on va définir des zones de sécurité, des zones qui sont plutôt avec une bonne confiance, des zones avec une confiance intermédiaire, et puis des zones pas de confiance du tout, par exemple Internet. Et donc on va baser la sécurité sur un cloisonnement, un filtrage, ou des autorisations pour communiquer d'une zone à l'autre. Par exemple, on va autoriser relativement peu de choses depuis une zone à risque très élevé ou à confiance très faible vers là où les zones à confiance plus élevée et à risque estimé moindre. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement de l'approche donc, de sécurité par les zones, de zonage. Sécurité par le cloisonnement, en fait. Et Zero Trust, c'est exactement l'inverse. Si on part du principe qu'il y a de plus en plus de nomades, que les applications sont de plus en plus un peu partout, sur le cloud, dans des data centers on-premise, dans des data centers publics, etc., eh bien finalement, on a des chaînes de liaison qui sont très anthropiques, c'est un peu embrouillé tout ça, quoi. Donc finalement, si on veut définir des zones, c'est de plus en plus compliqué, voire quasiment impossible. Donc le principe du Zero Trust, c'est de dire puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur des zones, on va s'appuyer sur les identités et la posture. Donc identité de qui se connecte, donc souvent c'est lié à l'authentification forte pour s'assurer cette identité, et posture du terminal avec lequel on se connecte. Savoir si ce terminal il est sûr, savoir s'il est bien conforme, en tout cas aux bonnes pratiques ou à la politique. Et puis, ça peut intégrer également un contrôle de posture de la destination, ou un contrôle de réputation de la destination. Donc Zero Trust, ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à personne, ni à une zone en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'on ne fait plus confiance à des zones. Donc ça, c'est le ZTNA. Alors effectivement, donc tu nous as éclairé sur le sujet du ZTNA, mais je pense qu'il y a effectivement d'autres sujets que l'on peut envisager, notamment au travers du SASI pour l'avenir des organisations. Donc est-ce qu'on peut imaginer que c'est un sujet d'avenir ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de ponctuel ? Comment tu vois ça ? La tendance, elle est clairement à l'ultranomadisme, à la migration des données vers le cloud. La situation actuelle, elle va certainement pas revenir. Enfin, je pense pas qu'on va revenir en arrière. Donc, je suis à peu près certain que c'est une technologie, ou du moins un concept technologique, ou un modèle d'architecture. On peut appeler ça comme on veut. Un modèle d'architecture, c'est pas mal. C'est un modèle d'architecture qui à mon avis, est pérenne. Ça va pas concerner toutes les entreprises tout de suite. Certaines entreprises vont encore être dans un modèle, le modèle que j'évoquais avec des zones, donc un modèle de type sécurité en château fort, ou sécurité médiévale, on peut aller jusque-là. Donc avec des zones, avec des fortifications, et puis d'autres entreprises, notamment les entreprises dans le service par exemple, où il y a relativement peu d'industrie. Les entreprises qui sont donc plus dans le service par exemple vont certainement aller en majorité, je pense, sur ce modèle SASI, parce que ça s'adapte bien aux usages en fait.
Les utilisateurs sont souvent très nomades. On a beaucoup de flex office. Et qui dit flex office dit que finalement l'utilisateur qui se connecte d'un poste ou d'un autre, d'un bureau ou d'un autre, de chez lui ou dans les transports en commun, finalement il doit avoir le même niveau de sécurité. Et c'est exactement ça que propose le SASI. C'est-à-dire que le niveau de sécurité ne baisse pas, quelle que soit la zone depuis laquelle on se connecte. Et donc, par définition, c'est exactement les usages d'aujourd'hui, quoi. Tu voulais, Nicolas, que je parle aussi de Secure Web Gateway et CASB, c'est ça ? Ouais, tout à fait, Jean-Philippe. Alors, effectivement, là, on vient d'aborder une des composantes du SASI, donc le ZTNA. Tu en as évoqué deux autres, le Secure Web Gateway et le CASB. Est-ce que tu peux nous évoquer ces éléments un peu plus en détail, s'il te plaît ? Ok. Alors, Secure Web Gateway, ça va surprendre personne. C'est un proxy qui, au lieu d'être implémenté en bordure d'un système d'information, pour mandater, pour relayer, et au passage pour filtrer, bien sûr, les flux des utilisateurs vers Internet, ce proxy, il est installé, il est implémenté dans le tenant cloud, donc dans le SASI. Donc, je fais une petite parenthèse, le SASI, faut bien voir ça comme une bulle qui est dans le cloud et qui comprend un certain nombre de mécanismes de sécurité qui permettent de filtrer les flux des utilisateurs où qu'ils soient. Donc, qui dit que le proxy est dans le cloud, dit que, évidemment, il faut s'assurer que les utilisateurs vont bien faire transiter leur connexion via ce Secure Web Gateway. Donc, ce Secure Web Gateway s'accompagne presque obligatoirement d'un agent qu'on va installer sur les postes. Il va falloir s'arranger pour que les utilisateurs ne puissent pas le désactiver. Sinon, le modèle ne tient pas. Après, il y a d'autres moyens de faire remonter les flux vers le SASI. Par exemple, si on est sur des réseaux de type invité, Wi-Fi, type Wi-Fi guest, dans ce cas-là, évidemment, on ne pourra pas installer d'agents sur les postes de travail de ces réseaux-là. Dans ce cas-là, on va utiliser plutôt un VPN. Ce VPN permettant de remonter tous les flux du VLAN Wi-Fi vers le SASI. D'accord ? Pour le reste, je pense pas qu'il soit trop utile de réexpliquer ce qu'est un proxy filtrant. Ça fait du filtrage d'URL, ça fait du filtrage d'applications web, ça fait de l'identification, etc. Donc ça, c'est pour le Secure Web Gateway. Pas trop de nouveautés à ce niveau-là. Ok, et concernant le CASB, peut-être ? Alors le CASB, lui, il est un peu plus nouveau déjà. C'est un concept qui est arrivé il y a un peu plus de 5 ans. Donc le CASB, lui, se concentre sur le filtrage des flux de données et des connexions vers des services cloud. Il est spécialisé là-dedans. Alors qu'est-ce que le CASB fait et que le Secure Web Gateway ne fait pas ? Le CASB, déjà, il a la vocation à faire du DLP, c'est-à-dire à détecter des uploads ou des downloads de fichiers sensibles, et on va lui expliquer comment les détecter. On va lui donner des catalogues de mots-clés, par exemple, pour détecter tel ou tel type de fichier. Donc il va pouvoir implémenter une politique de sécurité du stockage des fichiers en question. Il va pouvoir interdire à un utilisateur d'uploader des fichiers sensibles sur un cloud qui n'est pas celui que l'entreprise a choisi. Donc là, on touche aussi à une autre fonction du CASB qui est de prévenir, de limiter le shadow IT. Shadow IT, c'est toutes les utilisations de type principalement cloud, mais en dehors des clous, en dehors de ce que l'entreprise elle a prévu. Donc le CASB permet de limiter ça, voire de faire du coaching utilisateur, et tout ce qui va avec. Le CASB permet également d'auditer la configuration, on parle de posture aussi, d'auditer la posture du service cloud de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise elle a choisi d'utiliser Microsoft 365, eh bien les systèmes CASB, ils vont communiquer avec ce cloud via une API. Et via cette API, ils vont venir auditer la configuration, les droits d'accès, la façon dont est configuré en fait le service cloud, de manière à pouvoir détecter des non-conformités
soit par rapport aux bonnes pratiques, soit par rapport à, par exemple, à un référentiel d'audit technique de bonnes pratiques. Ok Jean-Philippe, tout à l'heure en préambule tu évoquais le fait que le SASI c'est un concept qui combine plusieurs technologies, plusieurs fonctionnalités de cybersécurité existantes. Est-ce que l'un des avantages que l'on peut y voir, c'est justement une simplicité de management et comment ça s'intègre dans une politique de sécurité justement ? Ok, alors on pourrait effectivement, on pourrait imaginer implémenter une architecture SASI en utilisant un composant CASB d'un certain éditeur, du ZTNA d'un autre éditeur et une Secure Web Gateway d'un troisième. Alors ça c'est tout à fait possible de le faire. Je ne pense pas qu'il y ait réellement de régression fonctionnelle en le faisant. Il y aura par contre beaucoup moins d'intégration. Ça va coûter beaucoup plus cher en administration parce qu'on n'aura pas une console unifiée. Et puis, finalement, peut-être qu'il y aura quand même une régression sur la cohérence, notamment dans les alertes de sécurité qui sont envoyées, si on utilise 3 technos différentes. Donc, en tout cas, en termes d'intégration, c'est plus compliqué, en termes d'administration aussi. Donc, il se peut même que, j'ai pas fait le comparatif, mais il est même assez probable que, en termes financiers, en termes de CAPEX, ce soit moins intéressant. Donc finalement, je pense qu'un SASI intégré, avec les 3 briques, ça n'a que des avantages finalement. Ça va sûrement coûter beaucoup moins cher en acquisition. Ça devrait normalement aussi coûter moins cher en OPEX, en exploitation. Et apporter aussi un meilleur niveau de reporting, un meilleur niveau d'alerte. Alors ceci dit, une fois qu'on a dit ça, les solutions SASI aujourd'hui qui sont vraiment dans le haut du classement, qui sont les plus connus, les plus utilisés, sont des solutions SASI qui assez souvent viennent du CASB. C'est-à-dire que le SASI, c'est une évolution. Le SASI est une évolution du CASB en fait, pour intégrer une brique proxy, donc SWG, Secure Web Gateway, pour intégrer une brique proxy qui est nécessaire, et pour intégrer la notion de ZTNA avec un agent sur les postes pour contrôler les identités depuis n'importe quel point de connexion. Parce qu'aujourd'hui, le monde est mobile, les utilisateurs sont nomades, et le système d'information il est plus centrique, quoi. Donc on a besoin de ces 3 briques là pour que ça marche correctement. Comment ça se passe pour une organisation qui a déjà investi dans toute ou partie de ces solutions et qui souhaite en optimiser l'exploitation? Est-ce que ça peut passer par des services managés? Est-ce que ça peut être intégré dans une démarche SOC? Comment ça se passe? Oui, alors les deux, c'est-à-dire qu'effectivement le SOC n'est pas destiné à faire du service managé au sens exploitation, gestion des changements sur une plateforme. Donc il faut bien les deux. Tu as bien fait de parler des deux. Les deux choses sont importantes. D'une part, effectivement, ces solutions, il va falloir les administrer. Donc peut-être que l'entreprise, elle va avoir du mal à s'y consacrer. Donc peut-être qu'on peut l'aider. Donc du service managé, tout simplement, de la gestion des changements, de la gestion des mises à jour, etc. Et puis, encore plus difficile à gérer pour une entreprise, c'est de pouvoir gérer H24 les alertes de sécurité sur une plateforme comme celle-là. Ça peut générer pas mal d'alertes, notamment si on implémente jusqu'au bout la brique DLP. Il peut y avoir des mouvements de données qui sont assez fréquemment pas conformes et sur lesquels peut-être qu'il faut réagir. Donc c'est une vraie bonne idée, je pense, de penser à ça. Ouais. Merci Jean-Philippe. Donc voici qui conclut cet épisode des API Podcast. Merci pour votre attention. Nous espérons que ce numéro aura répondu à vos attentes et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition des API Podcast. Bonne fin de journée.